Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Je voulais avant tout m'excuser pour le son et la luminosité de la dernière vidéo, et bah du coup pour celle-là aussi, vu que c'est les mêmes paramètres. Je suis pour le moment vachement dépendant de la lumière naturelle et de mon vieux micro-cravate Dobé, donc voilà, je vais essayer de changer ça rapidement. Enfin bon, merci encore énormément pour vos retours et votre soutien, que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, ou même votre soutien financier via les pubs gratuitement sur Utip, ou directement sur Tipeee. Donc merci beaucoup, vous assurez les amis. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je poste régulièrement et c'est là que se déroulent tous les concours, que ce soit pour gagner des pièces forgées ou des stages à l'atelier avec moi. Je vous mets tous les liens en description. Et justement en parlant de concours, j'étais tellement pas prêt à ce qui s'est passé. Franchement j'ai été submergé de messages, de likes, etc., de partages. J'ai jamais vu ça et franchement j'étais, comme je vous le dis, j'étais vraiment pas prêt. À peine la vidéo sortie, direct ça a commencé à s'enchaîner et puis mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant 2-3 jours. J'ai pas l'habitude de recevoir autant de messages d'un coup et là ça a tout pulvérisé mes scores et je vous en remercie beaucoup pour déjà l'engouement que vous avez eu à propos de ce concours. Je vous remercie énormément aussi pour tous les soutiens que j'ai eu au niveau de mon travail. Vous avez été nombreux à me dire que vous trouviez ça cool, que c'était beau, etc. Et franchement ça me touche beaucoup. Donc voilà, mais merci beaucoup. Donc je vois que ça vous plaît ce genre de concours, donc j'en referai à l'avenir. Peut-être pas toutes les semaines parce qu'il faut quand même que j'arrive à faire vivre mon entreprise. Mais bon, voilà, je vais essayer tous les 2-3 mois de faire gagner un truc comme ça. Merci beaucoup encore pour votre soutien et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Bon, et j'ai tellement bien bossé dans la dernière vidéo que je voudrais remercier une nouvelle fois le jeu Raid Shadow Legends qui me fait à nouveau confiance pour cette vidéo-là. Et qui d'ailleurs va pouvoir me permettre d'acheter un meilleur micro pour les futurs tournages à l'atelier. Car vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais dans tous les rushs de la dernière vidéo, et probablement dans celle-là aussi, on entend les voitures passer, les gens parler dans la rue et tout, et franchement au montage ça m'a rendu mais complètement ouf quoi. Enfin bref, Raid Shadow Legends est un bon gros jeu de stratégie en RPG comme ceux qui ont bercé mon enfance, avec des équipements uniques à chercher pour optimiser ses persos, mais également avec des arbres de compétences à améliorer. C'est un jeu mobile gratuit qui d'ailleurs pour moi possède les meilleurs graphismes que l'on peut trouver aujourd'hui en jeu mobile, avec une 3D vraiment impressionnante. Vous allez pouvoir affronter des boss gigantesques par rapport à vos persos, mais il faudra bien optimiser sa team grâce à un panel de plus de 400 héros disponibles si vous voulez pouvoir espérer les battre. Ce qui est cool aussi, c'est que peu importe votre style de jeu, vous pourrez trouver votre compte, que ce soit en jouant 5 minutes de temps en temps ou au contraire poncer le jeu d'une traite, ce qui vous demandera cependant pas mal de temps de jeu, ne serait-ce que pour finir la campagne qui est quand même assez longue. De mon côté, je n'ai toujours pas fini de débloquer tous les persos, alors je finis la vidéo et je m'y remets. Enfin bref, le jeu est souvent mis à jour et je vous mets un lien en description pour télécharger le jeu gratuitement et obtenir un bonus de 50 000 pièces d'or et un héros épique gratuit pour bien débuter. Allez, merci d'avoir regardé cette OP et passons à la vidéo maintenant. Ah oui, juste une toute petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo. Oui, d'accord, j'ai vu dans les commentaires, je me suis trompé sur Cléopâtre. Donc Alexandre le Grand avait bien une sœur qui s'appelait Cléopâtre, sauf que c'était pas la même que la reine d'Égypte. L'erreur, j'ai regardé du coup dans mon script, dans les sources et tout, et en fait l'erreur vient d'un problème, d'une erreur de traduction quoi. Donc voilà, mea culpa, j'ai fait une faute, vous l'avez remarqué de toute façon. Effectivement, il suffit simplement de, par exemple, lire le Wikipédia pour voir que c'est pas du tout la même époque, il y a quasiment 300 ans entre les deux. Enfin bon, voilà, mais il avait bien une sœur qui s'appelait Cléopâtre, j'avais pas tout faux. Aujourd'hui, nous allons parler du copiste grec. Non, je déconne, mais ça viendra bientôt. Aujourd'hui, nous faisons route vers l'Asie pour découvrir une arme emblématique que tout le monde a déjà vue au moins une fois dans sa vie, sans pour autant connaître son histoire. Le nunchaku. Le nunchaku, ou nunchuk pour nos amis anglophones, a été popularisé à travers le monde à partir des années 1970, avec l'arrivée sur les écrans des films de l'immense artiste martial et icône cinématographique Bruce Lee. Bruce était un immense artiste martial, mais maîtrisait à ses débuts surtout quelques styles de kung-fu et de boxe, et plus particulièrement le Wing Chun. Et ça sera surtout grâce à sa rencontre avec l'acteur philippin Dan Inosanto qu'il apprendra les arts martiaux philippins, et plus particulièrement la pratique du tabak taeyok, en échange de l'enseignement des arts martiaux que maîtrisait déjà Bruce. Le tabak taeyok est une sorte de nunchaku philippin, mais avec des branches plus courtes et surtout une corde plus longue. Comme non, cette vanne a déjà beaucoup trop été faite. Bruce, en recevant cette arme de la part de son ami, comprit immédiatement son potentiel destructeur, mais aussi et surtout son potentiel visuel au cinéma, et en fit par conséquent son arme de prédilection. Par la suite, Bruce rencontra sur le tournage d'un autre film l'acteur et artiste martial japonais Tadashi Yamashita, qui lui enseigna les arts martiaux d'Okinawa et la pratique du nunchaku.
ce qui permit à Bruce de pousser plus loin les détails d'utilisation et la maîtrise de l'arme. C'est donc grâce à tous ces concours de circonstances que Bruce, pris d'amour pour la pratique du nunchaku, le popularise au cinéma. Et ce qui aboutira d'ailleurs par la suite à la création d'une autre icône de ma jeunesse. Et je parle bien entendu de Michelangelo, du comics puis de la série animée Tortue Ninja qui en fera son arme de prédilection. Et comme il le dit si bien d'ailleurs, Cowabunga. Et c'est d'ailleurs à cette époque, entre les années 70 et 85, que les ventes de nunchaku explosent à travers le monde. Il était pas rare que des gamins trop jeunes pour acheter un vrai nunchaku découpent le manche à balai de leur mère et fixent les morceaux ensemble avec une corde tenue par du scotch. Je me souviens quand j'étais gamin, avec mon grand frère, on a fabriqué un paquet avec justement ces fameux manches à balai ou des piquets, bref, tout ce qu'on trouvait. Et il fallait en faire beaucoup, parce que dans les 5 minutes après la conception, on voyait une branche s'envoler pour finir sur le toit ou chez le voisin. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le nunchaku est devenu une des armes non létales officielles de la police américaine dans plusieurs états à partir des années 70, justement avec l'explosion de cette arme due à Bruce Lee. Puis avec le temps et les nouvelles technologies, et plus particulièrement avec l'arrivée du taser, le nunchaku est devenu obsolète dans les forces de l'ordre. De nos jours, l'arme est plutôt mitigée d'un point de vue légal. En France et au Royaume-Uni par exemple, l'arme est autorisée à la détention, mais son port est interdit. Tandis qu'en Norvège, au Canada, en Russie, en Pologne, au Chili et en Espagne, le nunchaku est extrêmement réglementé et n'est autorisé que dans les écoles d'arts martiaux. Mais si nous nous dirigeons plutôt du côté de l'Allemagne par exemple, qui a reconnu le nunchaku comme une arme d'étranglement en 2006, eh ben il est tout simplement interdit. Comme en Chine d'ailleurs, où seuls les nunchaku en mousse, utilisés dans le cadre d'un entraînement martial strict, sont autorisés. Ce qui est paradoxal d'ailleurs puisque l'arme proviendrait de ce pays. Oh, si ça c'est pas de la méga transition, je sais pas ce que c'est. Donc pour parler de son origine, eh ben comme d'habitude, il n'y a pas grand chose de certain, seulement beaucoup de théories. L'une d'elles par exemple dit que le nunchaku a été inventé par les japonais d'Okinawa, qui n'ayant pas accès aux armes car il y avait un énorme contrôle militaire, devaient pour pouvoir se défendre utiliser leurs outils agricoles, et dont le fléau à grains qui aurait donné naissance par la suite au nunchaku. À ça, une autre théorie vient contredire cette pensée en disant que non, c'est pas possible, car à cette époque, seuls les membres de l'aristocratie avaient accès à l'apprentissage militaire, donc le kobudo, le karaté, etc. Puis certaines autres personnes pensent qu'effectivement c'était bien le cas, mais que le kobudo de cette époque ne comprenait pas encore toutes les armes que nous utilisons aujourd'hui, et ne disposait probablement que du katana, des tonfa, du timbe et seryuto, ainsi que du bo. Et que ce serait seulement par la suite, en voyant les dégâts que pouvaient faire les armes dérivées utilisées par les paysans, telles que les nunchaku, les sai ou encore les zeku, qu'ils auraient décidé de les incorporer à leur art et auraient donc élaboré de véritables techniques autour de ces nouvelles armes. Bref, tout le monde contredit les pensées des autres, comme d'habitude, mais il y a encore d'autres théories. Comme par exemple le fait que le nunchaku ait bien été inventé à Okinawa, mais non pas à partir d'un fléau à grains, mais plutôt d'un mors à cheval. Ou encore qu'il aurait été inventé à partir d'un yoshiki, qui est un instrument constitué de 2 plaquettes de bois reliées par une corde, et qui permettait aux veilleurs de nuit de pouvoir réveiller les villageois en cas d'attaque surprise, d'incendie, etc., en tapant les 2 plaquettes ensemble. Mais après avoir fait toutes ces recherches, je dois bien avouer que la théorie qui me semble la plus juste est celle présente dans la littérature ancienne, et qui atteste que le nunchaku n'est non pas originaire du Japon, comme c'est couramment admis, mais plutôt de Chine. Le premier empereur de la dynastie chinoise, Song, se serait fait rétamer lors d'une guerre contre les Mongols aux alentours du Xe siècle. Et quand je dis rétamer, franchement je suis gentil, ils se sont fait vraiment pulvériser. Si bien que les survivants ont dû trouver asile dans un village voisin, où ils ont été recueillis, nourris et soignés par les paysans locaux. Suite à ce geste de grande bonté, et estimant qu'il était de son devoir de leur rendre l'appareil, l'empereur ordonna à ce qui restait de son armée d'aller travailler au champ pour aider les paysans à cultiver leurs terres. Pour les remercier quoi. Et parmi les tâches qui leur fut confiées, il y avait notamment la culture du riz, du blé et du soja. Un fait somme toute banal, mais en fait qui changea le destin de l'humanité. En tout cas de l'histoire du nunchaku. L'empereur venait tous les jours au champ pour s'assurer que ses soldats faisaient bien le travail qui leur avait été confié. Et oui, il fallait pas de tir au flanc pour écrire l'histoire. Puis au cours d'une de ses visites quotidiennes, l'empereur put observer les paysans utiliser un instrument bizarre pour égrener les récoltes. Cet outil était constitué d'un morceau de bois de la taille d'un avant-bras, relié à un long manche par une corde faite de paille et de crin de cheval. L'empereur, qui était également un grand guerrier et un artiste martial, vit un énorme potentiel dans cet outil. Et il se dit qu'il aurait peut-être une chance de battre l'armée mongole avec une arme qu'il ne connaissait pas. Il demanda alors à un paysan s'il pouvait emprunter un de ses outils. Puis il partit dans le plus grand des secrets, s'enfermer dans sa tente pendant plusieurs jours. Il développa alors des techniques spécifiques et élaborées, spécialement adaptées à l'utilisation par ses hommes grâce à l'enseignement militaire qu'ils avaient reçu. Puis après quelques jours, l'empereur avait mis au point 18 techniques d'utilisation spécifiques de cette nouvelle arme, qu'il avait d'ailleurs nommé Daisoji, ce qui signifiait littéralement le grand nettoyeur. Il aurait donc formé son armée à l'utilisation de cette arme grâce à l'aide de ses généraux durant les quelques mois qui ont suivi. Puis l'empereur se décida à repartir en guerre contre ces fameux Mongols, afin de récupérer ses terres et surtout de laver son honneur. Et ce fut la victoire grâce à cette nouvelle arme que l'ennemi ne connaissait pas. Mais malheureusement durant la bataille, de nombreux fléaux ont vu leurs manches se rompre sous les coups. Et en voyant ces 2 morceaux de bois plus ou moins égaux toujours reliés par cette corde en crin,
l'un des généraux de l'empereur eut l'idée d'inventer de nouvelles techniques avec cette nouvelle arme, nommée avec ironie Stu Soji. Ce qui signifiait le petit nettoyeur, bravo, félicitations. Arrête de mentir, t'as pas trouvé. Et c'est avec l'apparition de cette nouvelle arme plus équilibrée et de ces nouvelles techniques que ce qui sera appelé par la suite Nunchaku venait de naître. Et ce ne sera que bien plus tard, en 1640, que le grand maître martial et général chinois Shan fuit la Chine à cause de soucis avec la dynastie Mandchoue. Et il trouvera refuge à Okinawa. Puis pour remercier les habitants sur place pour leur accueil lors de son exil, le général Shan leur enseigne la pratique du Nunchaku. Donc voilà, je sais pas si cette histoire est la bonne, mais je la trouve assez poétique. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il y a bel et bien eu un grand pas dans l'histoire du Nunchaku à Okinawa. Bon, tout ça c'est très bien, mais au final c'est quoi un Nunchaku? Eh ben je vais vous le dire, c'est pas la peine de hurler. Un Nunchaku est une arme asiatique composée de deux bâtons, généralement de même longueur, reliés entre eux par une corde ou une chaîne. La longueur de la corde et des bâtons est variable, et dépend principalement de son utilisateur. La bonne longueur de corde doit être celle de la paume de la main, pour que les bois pendent de chaque côté de la main perpendiculairement à elle et parallèles entre eux. Et la longueur des morceaux de bois doit être assez grande pour protéger tout l'avant-bras. D'ailleurs, le terme Nunchaku signifie en gros couple de bâtons. Cette arme est aujourd'hui utilisée dans différents arts martiaux, comme le Kobudo, le Kali ou encore l'Apkido. Oui, Apkido et pas Aikido, c'est pas la même chose. C'est d'ailleurs souvent la première arme que l'on apprend à utiliser car elle permet d'apprendre les bonnes postures et le bon maintien. Car une mauvaise utilisation du Nunchaku est bien souvent plus dangereuse pour son utilisateur que pour son adversaire. Il faut cependant bien différencier les Nunchaku d'entraînement qui sont en plastique, fibre de carbone ou mousse reliés par une corde, aux Nunchaku de combat qui sont en bois ou en métal et la plupart du temps reliés par une chaîne. D'ailleurs, il existe une différence entre les Nunchaku chinois et japonais. Les Nunchaku chinois ont généralement une section ronde, tandis que les Nunchaku japonais ont très souvent une section octogonale, leur permettant de causer bien plus de dégâts lors de l'impact. Mais il y a aussi une autre catégorie bien à part, les Nunchaku de freestyle, qui sont généralement en matériaux synthétiques pour être plus légers et donc plus rapides, mais également très souvent en couleur vive, voire fluo et même parfois lumineux. Cependant, la vraie différence entre tous ces Nunchaku de manipulation et les jouets pour la décoration, c'est l'équilibrage. Il faut que les branches soient parfaitement équilibrées et que le poids soit plutôt concentré sur les deux extrémités de l'arme pour permettre une utilisation optimale. Traditionnellement, les Nunchaku étaient faits en bois plutôt dur, comme par exemple le chêne, que l'on faisait sécher dans la boue pendant plusieurs années, afin d'éviter au bois de se fendre, de pourrir ou de durcir trop rapidement. C'est donc de lui permettre de garder une certaine souplesse. Puis le bois était sorti et nettoyé, poncé légèrement et enfin poli à l'huile. Et la corde quant à elle était faite en crin de cheval. De nos jours, les Nunchaku sont réalisés la plupart du temps en bois peint et vernis, ce qui réduit énormément l'adhérence et les rend donc moins efficaces au combat. Puis les bois sont reliés entre eux par une chaîne montée sur un roulement à billes. Et je finirai en vous parlant de quelques variantes, comme par exemple le Nunchaku télescopique pour le port discret, ou encore le Nunchaku asymétrique. Puis pour le combat, il y a des variantes un poil plus violentes, comme par exemple le Sharper avec ses pointes ou encore le Bleeder avec ses lames de rasoir. Mais il y a aussi bien évidemment le Nunchaku à 3 sections, le fameux Sansetsukon. Mais il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Et c'est donc sur ce méga cliffhanger que se clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip, je vous en suis éternellement reconnaissant. Vous abonner et surtout partager un max cette vidéo. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte. Salut!